Et nous nous retrouvons donc pour terminer cet après-midi qui a déjà été très riche avec la troisième et dernière séquence de cette première journée des grands dossiers de la protection sociale. Elle est intitulée « Les conventions d'objectifs et de gestion, quels enjeux de modernisation de la protection sociale ?» Et je pense que c'est une séquence qui est très attendue, tant les conventions d'objectifs et de gestion sont un outil central du pilotage des différentes branches et régimes de la sécurité sociale. On le sait, un temps fort de dialogue et de contractualisation entre l'État et les caisses nationales et une courroie de transmission de leurs objectifs partagés aux caisses locales, aux différents réseaux de la sécurité sociale. Alors juste un petit mot pour dire que l'évaluation de ces conventions d'objectifs et de gestion, c'est un bloc d'activité importante du domaine protection sociale de l'inspection générale. Nous avons 2 à 5 missions par an en fonction du calendrier des conventions d'objectifs et de gestion qui maintenant sont conclues pour des durées un petit peu plus longues qu'à leur début, pour 4 voire 5 ans. Alors évidemment, l'IGAS conduit ses missions en fonction de l'anticipation de l'arrivée à échéance des conventions d'objectifs et de gestion et nous avons beaucoup œuvré ces dernières années en évaluant les COG de caisses particulières comme la Mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de régimes spéciaux. Nous venons d'ailleurs de rendre public, vous pouvez les trouver sur le site de l'IGAS, les rapports d'évaluation des conventions d'objectifs et de gestion de l'IRCANTEC et très récemment de l'établissement national des invalides de la marine de l'ENIM. Mais vous le savez, nous sommes en train de conduire un train spectaculaire d'évaluation des conventions d'objectifs et de gestion des grandes branches du régime général qui courait sur 2018 et 2022 avec 5 missions engagées. Et on peut dire que les années où nous avons à conduire autant de missions d'évaluation, c'est un peu notre Himalaya ou notre Everest en termes d'évaluation des conventions d'objectifs et de gestion. Alors pour parler des conventions d'objectifs et de gestion, vu des missions d'évaluation de l'IGAS, nous avons à la fois 2 très bons connaisseurs de la sécurité sociale, mais aussi des conventions d'objectifs et de gestion avec des missions qu'ils ont déjà conduites ou qui sont en cours, dont évidemment ils ne livreront pas toutes les conclusions, c'est bien normal, mais dont ils pourront nous donner aussi quelques éléments d'appréciation de la façon dont ces conventions dites de nouvelle génération, les 18-22, ont été mises en œuvre par les caisses nationales, leur réseau et par l'État qui souscrit aussi bien évidemment à des engagements dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion. Et donc, j'ai à ma gauche Céline Perruchon, qui est inspectrice générale des affaires sociales et qui va nous évoquer effectivement les points positifs ou des points peut-être plus négatifs qui se dégagent des missions d'évaluation. Et à ma droite, Benjamin Ferras, également inspecteur général à l'IGAS, qui va lui aussi présenter effectivement ces éléments de constat, de synthèse qui sont issus des missions récentes de l'inspection générale des affaires sociales. Alors je ne sais pas qui commence et qui se lance. La parole est à Céline. N'oubliez pas de poser vos questions sur le chat. Elles seront portées à la connaissance de nos intervenants. Donc bonjour à tous. Donc nous allons procéder avec Benjamin sur une intervention à 2 voix que nous avons structurée de manière plutôt thématique. Donc face au thème qui nous préoccupe, donc quels enjeux de modernisation de la protection sociale. Donc nous allons intervenir en mettant en avant quelques grands enjeux, quelques grands axes stratégiques, donc comme levier de modernisation de la protection sociale. À chaque fois, nous aborderons des points positifs et des points plus nuancés, plus négatifs. Et nous ferons bien entendu une courte synthèse à la fin de notre intervention. Peut-être au préalable aussi évoquer un élément de contexte assez important. Donc, puisque est en cours, même s'il n'est pas adopté, le projet de loi donc de programmation des finances publiques et qui prévoit notamment, s'agissant en fait des organismes de sécurité sociale en termes de cadrage global des moyens, une stabilité en valeur et en moyenne, je vous cite là l'article qui est prévu dans le cadre du projet de loi, entre 2023 et 2027, des dépenses de gestion administrative prévues par les COG, donc par les prochaines COG. Donc c'est un élément sur lequel nous ne nous étendrons pas lors de nos débats parce que
en tout état de cause, le projet de loi n'est pas encore adopté, mais qui aura certainement, quels que soient les résultats, une certaine influence, on va dire, sur le cadrage des moyens pour chacune des COG qui vont se conclure d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Alors, pour commencer sur le premier enjeu de modernisation de la protection sociale, nous allons voir que finalement, la COG est une méthode, un programme, un plan, une garantie pluriannuelle en termes de stratégie et d'organisation de la sécurité sociale. Avant tout, c'est un débat. C'est un débat préalable à la signature au niveau des partenaires sociaux, entre finalement les cadres techniques des caisses, mais aussi leur présidence et leurs organisations plus politiques, donc avec les partenaires sociaux, et au sein de l'État. Pourquoi? Parce que à travers les conventions d'objectifs et de gestion sont aussi abordés, et de manière structurelle, des grands enjeux de la protection sociale, donc et des politiques de protection sociale. Il y a un débat qui se structure entre l'État et les caisses nationales. Il y a régulièrement des travaux de bilan des COG, nous y reviendrons, mais il y a une phase de bilan général finalement avant d'élaborer la prochaine COG, et les travaux d'élaboration font en tant que tel l'objet de débats. C'est aussi un outil de dialogue pour sa préparation entre les caisses nationales et le réseau, puisque là encore, il y a des bilans qui sont effectués et aussi des travaux préparatoires. Et puis, c'est aussi la COG, une fois qu'elle est conclue, un outil de levier pour mettre en œuvre des politiques avec des partenaires extérieurs, et je pense par exemple aux collectivités territoriales et encore plus précisément aux conseils départementaux, parce qu'ils sont moteurs dans le champ des politiques sociales, pour mettre en œuvre en commun des politiques qui ont leurs objectifs et leurs actions qui sont prévues dans les COG. Donc on voit finalement que la COG est un mode de structuration très forte du dialogue, à la fois initial et aussi plus courant entre les caisses et le réseau, mais aussi en termes de gestion. C'est pour l'élaboration, la définition initiale et le suivi des moyens, c'est quelque chose de très structurant. Le caractère structurant est renforcé dans la mesure où depuis la précédente génération de COG, elles ont une durée de 5 ans, ce qui correspond finalement à un mandat politique et donc au quinquennat. Et en tout état de cause, elles sont définies, comme le précise déjà la loi, dans le respect en fait des lois de financement de la sécurité sociale. Et je vais désormais donc laisser la parole à mon collègue qui pourra compléter sur ces points-là. Merci Céline. Oui, peut-être sur ce point positif, c'est quand même le point essentiel, me semble-t-il, qui est que ces conventions d'objectifs et de gestion, c'est un outil de recherche de cohérence, comme on vient de le dire, un outil de recherche de cohérence entre tous les acteurs. Quelque part, c'est aussi un moyen pour imposer de la cohérence au sein des réseaux, imposer de la cohérence au sein de l'État pour produire une décision et un diagnostic, une stratégie partagée. Et donc, ce qui est vrai, c'est que pour ceux qui évaluent, après avoir parfois pratiqué les politiques sociales, mais qui les évaluent, on se rend compte de l'apport de cette démarche-là, parce qu'il y a énormément d'acteurs qui souhaiteraient disposer d'un outil de ce type-là, qui constitue une contrainte partagée pour tout le monde, mais qui, à de nombreux égards, constitue une sorte de bouclier, parce qu'on n'est pas amené à reconsidérer systématiquement l'alpha et l'oméga du contrat qui a été signé, et ses différents principes. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. On s'y est tellement habitué qu'on a tendance à l'oublier ou à le sous-estimer, mais nombre d'opérateurs le souhaiteraient. Ça vaut pour les moyens. Même s'il y a une présentation, une exécution annuelle et d'éventuels ajustements, c'est le premier élément qui est tout à fait indissociable des conventions d'objectifs et de gestion. Ça donne une visibilité aux opérateurs, aux têtes de réseau, à l'État sur les moyens qu'il donne. Il y a une recherche de cohérence entre les objectifs et les moyens.
il y a aussi une démarche en fait objectif-résultat qui est cadrante, puisque on part sur une espèce d'adéquation entre les deux. Il y a des choses qui se passent, etc., qui conduisent le cas échéant à mettre en place des mesures correctrices, que ce soit en moyens ou en termes d'objectifs. Et puis aussi, il y a un cadre budgétaire, on le sous-estime sans doute beaucoup, mais il est très précieux, puisque avant même toutes les innovations lolfiennes diverses et variées, il y a des facilités budgétaires qui étaient données par cet outil-là, avec la reconnaissance de ce qui relève du limitatif, de ce qui relève de l'évaluatif, avec la possibilité notamment d'avoir un intéressement via des reports de crédit et des règles de report de ces crédits dont les autres opérateurs le plus souvent ne peuvent pas se prévaloir. Alors, ceci étant, cette méthode, ce programme, ce plan et cette garantie pluriannuelle, ils présentent aussi des éléments un peu mitigés. C'est ce qu'on identifiait en amont avec Céline. D'une part, sur la durée, la contrainte peut apparaître parfois trop forte. C'est-à-dire qu'on peut avoir du mal à procéder à quelques amendements au contrat tel qu'il a été fait. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ça peut être vrai au sein du réseau comme ça peut être vrai dans le dialogue de gestion avec l'État. Le deuxième élément auquel on est amené à s'interroger, c'est de se demander si cet outil-là, dès lors qu'il est pluriannuel, il répond suffisamment un peu aux changements et à la théorie de l'imprévision ou aux réformes. Et la question, c'est quand est-ce qu'on recouvre un avenant? Parce qu'il y a parfois des réformes extrêmement importantes qui peuvent conduire à réexaminer plus ou moins en profondeur l'équilibre charge-moyen initial. Donc c'est un débat qui est vieux comme les coges, mais l'accélération de la mise en place d'un certain nombre de réformes, le rétrécissement du temps politique et du temps que le politique tolère entre le souhait et la mise en œuvre concrète d'une politique publique mettent notre outil sous tension. Et puis, c'est une contrainte parce que quelque part, on a essayé d'aller de plus en plus vers de la science, à tort ou à raison, en se disant que il fallait qu'on soit dans une très bonne évaluation ex ante des charges, des gains de productivité, ce qui ne va pas de soi. On ne sait pas comment la population allocataire évoluera en tant que telle, quels seront effectivement tel ou tel gain de productivité. C'est avant tout des estimations et des projections. Puis de l'autre côté, ce qui se passerait en tant que tel, en termes d'objectifs et les conditions dans lesquelles on pouvait essayer d'atteindre ces objectifs. Et il y a peut-être de ce point de vue-là un certain sentier de dépendance qui a pu conduire parfois à avoir une approche peut-être trop budgétaire, une recherche de la performance vue avant tout sous l'angle de la gestion et peut-être pas toujours sous l'angle de la qualité, alors même que les COG ont été un vecteur très fort d'harmonisation de la qualité et du service rendu aux usagers. Et donc, on est face à des révisions qui, la plupart du temps, ont été plus ou moins assumées. Et là, une des questions qui se pose à nous semble-t-il, aujourd'hui, pour cette nouvelle génération de COG, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle agilité? C'est-à-dire qu'on se repose les mêmes questions que celles qu'on a pu se poser à un moment, mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle agilité à trouver dans l'évaluation des charges, des gains de productivité, etc. Mais j'en ai sans doute trop dit et il est temps pour nous de passer au fait que ces COG, ce sont aussi, sous le contrôle bienveillant de Céline, mais je sais qu'il est bienveillant, un pacte commun pour la performance. Ça crée de l'objectivité, ça objective une stratégie partagée, qui la plupart du temps est vue dans un cadre collaboratif au sein du réseau. Enfin, tout du moins, c'est à souhaiter. Donc, c'est une production commune, c'est une réflexion commune à partir de laquelle sont faits des choix par l'État et les réseaux. Mais ça permet de définir des objectifs communs dans chaque réseau, mais également, et c'est le rôle de l'État, d'articuler les objectifs similaires entre les réseaux. C'est-à-dire comment est-ce qu'on promet la même qualité ou une qualité légèrement différente de service à l'usager suivant le type de production qui est faite. L'autre élément très positif aussi, c'est que les COG sont une démarche qui initialement était centrée vers l'usager. Et donc on est sorti d'une posture où on était face à des assujettis à des prérogatives de puissance publique à qui on octroyait telle ou telle chose, etc., des droits sociaux, des prestations auprès desquelles on recouvrait des prélèvements obligatoires pour aller vraiment vers de plus en plus une écoute de l'usager. C'est quelque chose de très important qui maintenant nous semble aller de soi, comme M. Jourdain, mais à l'époque, la jourdinerie était une vraie innovation, me semble-t-il, en 96. Et donc,
donc on est vraiment sur le fait que le pouvoir, quelque part, il a aussi changé de camp parce que chaque coche doit être aussi l'occasion de renforcer cette place de l'usager et le pouvoir qu'il a. On le voit avec toute l'innovation dont on a pu faire l'objet en termes de mode de mesure de la satisfaction, des enquêtes qui sont critiquées, l'analyse des réclamations, la recherche de nouveaux modes avec la médiation, tout ce qui est enquête mystère, etc. Franchement, de ce point de vue-là, le secteur de la protection sociale a été à la pointe de ce qu'on imaginait possible précédemment que pour les clients, mais il a été d'autant plus à la pointe dans cette recherche de reconnaissance du service à l'usager qu'il a cette mission sociale et collective et ce besoin de rendre des comptes et de prendre soin des plus fragiles et de l'ensemble des Français. Deuxième élément, c'est que c'est un vecteur d'harmonisation très fort des process, quels qu'ils soient, back, front et middle office, comme on dit en bon français, mais ça va de la comptabilité au contrôle, à la gestion de la production en tant que telle. Et on harmonise aussi naturellement la manière dont on prend en charge les individus, le service qu'on leur rend. On est en plus dans la montée en charge d'une approche industrielle en cherchant en même temps une industrie qui personnalise ses productions. Ça, c'est quand même le point très important, c'est de trouver un équilibre entre les deux. On cherche l'efficacité industrielle et on a des risques parfois de type de cette nature-là. On cherche de la productivité, mais en même temps, on cherche à adapter le service parce qu'on sait qu'un service adapté et répondant aux besoins est la meilleure condition de fonctionnement du service public industriel. Ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de grains de sable qui se mettent dans la machine. Et puis, on va plus vite pour la production, effectivement, qui ne nécessite pas d'avoir une étude approfondie. On va plus loin avec les personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement, c'est ça? Plus ça va, plus c'est ça. Et même avant ça, on est passé d'un moment où, quand il y a plusieurs décennies, on disait madame, mademoiselle, monsieur. Maintenant, on dit monsieur Jean-Philippe Vinquant ou madame Céline Perruchon. On ne dit pas vous avez un droit à protection de la caisse d'allocation familiale, mais on dit vous avez un droit à telle prestation, etc. Et vous avez, donc on est sur quelque chose à la fois de très industriel parce que c'est une machine qui permet de produire ça, mais en même temps de personnaliser. Parce que si les gens n'arrivent pas à le comprendre ou à se l'approprier, on sait qu'ils vont venir poser la question au guichet, etc. Et c'est vrai pour la maladie et pour tous les risques. Et puis derrière, on a eu un service rendu de plus en plus performant en termes de qualité de service et d'économie de gestion. Mais peut-être il y a un côté obscur de la force ou des côtés plus noirs, Madame Perruchon, vous allez sans doute nous éclairer à ce sujet. Effectivement, en termes de performance, tout n'est pas rose, disons-le comme ça. Ce que l'on peut signifier sur ce point, en termes de bémol, pour être malgré tout mesuré au regard de l'enjeu de modernisation que présente l'outil COGE. L'approche COGE a pu être parfois considérée comme un peu tatillonne, c'est-à-dire au sens où on arrive finalement avec des caisses nationales qui ont des missions quand même importantes à l'égard de la population, donc des missions qui sont nombreuses, qu'il faut structurer, détailler, et si on en vient à la rédaction, à l'élaboration de la COGE en tant que telle, cela se traduit par un nombre assez impressionnant parfois d'axes, d'actions, d'engagements, d'indicateurs, et que la tutelle souvent peut avoir envie de détailler, d'évaluer les résultats de manière très précise, et puis aussi de leur côté, les caisses nationales de mettre en œuvre de manière aussi très précise, dans la mesure où ça rentre aussi dans le cadre de l'exercice. Cette approche plus tatillonne, on va dire, ou plus précise et dans le détail finalement des acteurs, elle peut aboutir à faire perdre à l'outil COGE sa dimension stratégique et à en rester dans un suivi finalement un peu plus opérationnel, un peu plus de gestion. Donc c'est toujours quelque chose c'est toujours un écueil au fil des COGE finalement. C'est aussi quelque chose que souligne l'IGAS régulièrement dans les rapports d'évaluation, l'enjeu de redonner à l'outil une dimension plus stratégique. On voit aussi la limite, comme je le précisais, au regard des enjeux qui s'accordent aux différentes politiques de protection sociale, de leur nombre et des enjeux pour les assurer. Autre bémol peut-être en termes finalement d'équilibre entre les forces, si je puis dire, l'équilibre entre les tutelles, les caisses nationales et locales, à la fois au moment de la mise en œuvre et puis aussi de l'application des COGE pour
finalement, savoir quelle est leur réelle marge de manœuvre, leur possibilité d'adaptation. Comme on l'a dit, le cadre est structurant, mais peut-être parfois aussi un peu trop structurant. S'agissant des partenaires sociaux, on peut s'interroger, ont-ils suffisamment l'information sur le contenu de la COG, sur le suivi de la COG? On sait qu'il y a dans les conseils des moments consacrés à l'évaluation des COG. Cette information est-elle suffisante, suffisamment régulière, suffisamment étayée en termes de contenu? C'est aussi aux partenaires sociaux de le mentionner et de faire vivre aussi de leur côté l'outil COG. On sait que dans certaines caisses, on a vu des exemples où finalement les conseils en commission s'emparaient de la COG au moment du bilan et au moment de l'élaboration de la suivante pour faire eux-mêmes des propositions à partager ensuite avec les directions. Ensuite, un sujet sur lequel on peut s'interroger, c'est en quoi l'outil COG réussit à réduire les écarts de performance entre les caisses. En quoi c'est une aide? En quoi est-ce que finalement on atteint cet objectif? On voit que la question des écarts de performance reste une question. Elle s'inscrit dans le cadre de la diversité de nos territoires, de la diversité des populations. Malgré tout, les outils que mettent en œuvre les caisses nationales pour piloter de près les plus performantes, les moins performantes, définir le profil de la caisse qui fonctionnera de manière la plus efficiente au regard des moyens dont dispose le réseau et des objectifs qui sont fixés. Au-delà de ces outils, finalement, il reste des écarts et c'est vrai que cela reste une question pour la prise en charge et l'attribution des différentes prestations pour les usagers de la sécurité sociale. Donc, ce sont différents bémols que, malgré tout, en termes de performance, il convient de souligner, mais nous allons aussi parler d'autres enjeux et d'autres points positifs comme la COG, comme levier essentiel de modernisation interne. Et donc ça, c'est un point qu'on souhaitait aborder. C'est un levier pour procéder à des changements internes, des changements d'organisation au sein des réseaux en termes de fonctionnement interne des caisses, j'entends par là, pour plus de transversalité, pour une prise en charge un peu plus différente et un peu plus structuré, on va dire, de l'usager et des différentes prestations auxquelles il peut avoir droit. C'est un outil aussi de changement externe. On a vu que la COG pouvait être un levier vis-à-vis de partenaires extérieurs pour mettre en place en commun différentes politiques partagées inscrites dans les COG. En cela, c'est un outil de changement externe et cela rejoint aussi l'idée d'un outil qui a un effet, on va dire, un effet de levier partenarial. Par ailleurs, un élément important, c'est que ces différentes COG peuvent aboutir, alors on le mettra, on en a parlé aussi en termes de bémol, hein, tout est mesuré aussi dans notre intervention, mais chaque COG fait référence aussi à des actions qui peuvent être menées en commun, en interbranche. Et c'est un élément qui est encore peu développé dans les COG actuelles, sur lequel il y a eu d'ailleurs des travaux récents de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale des finances sur comment mieux structurer en fait ces enjeux, ces démarches interbranches entre des caisses du régime général. En tout état de cause, ce serait un levier de modernisation intéressant pour l'avenir, qui figure déjà dans les COG actuelles, mais certainement un outil à renforcer pour la modernisation. Benjamin. C'est un levier de modernisation, assurément. Vous entendez, on est à la fois critique, mais en même temps, on reconnaît ce qu'apporte cet outil à l'institution, parce qu'on a une conviction qui est que sans cet outil-là, on n'aurait pas créé les conditions pour permettre une modernisation du système de prestations, et à contrario, on n'aurait pas modernisé autant les réseaux qu'on a pu le faire dans un cadre pluriannuel qui est extrêmement adapté, en ce que
le changement se conduit nécessairement sur plusieurs années et dans le rapport à l'usager et dans l'évolution des organisations. Et ça, c'est quelque chose que la sécurité sociale a su faire et défendre. Ceci étant, ce levier essentiel de modernisation, comme le disait Céline, même si il est un levier de changement évident, les coches portent aussi en elles-mêmes un risque de volonté de tout mettre et derrière de perdre de la cohérence et de perdre de la hiérarchie. C'est ce qu'on voit avec l'épaisseur grandissante, non pas du Code du travail, mais des conventions d'objectifs et de gestion génération après génération, qui est qu'un domaine métier doit avoir sa fiche coche ou son volet. Ça pose un problème en plus qui est un risque potentiel de silo. Et on a une difficulté quand même à articuler ce qui est devenu un outil de conduite du changement pour tous les métiers de l'institution et donc avec une nécessaire reconnaissance d'un côté, donc ça justifie le fait que ça soit dans la coche, et la cohérence de l'ensemble. Je mets au défi ici quiconque de démontrer la parfaite cohérence entre le volet système d'information et l'ensemble des volets métiers de chaque convention d'objectifs et de gestion. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a prévu un schéma ad hoc, le schéma directeur des systèmes d'information, de la même manière sur la politique des RH où il y a des SDRH. Néanmoins, le risque de silo, il demeure à l'intérieur de chaque institution et il est sans doute encore plus fort entre institutions, puisque chacune va dire c'est ma coche, mais on n'avait pas prévu telle ou telle dimension d'articulation avec tel réseau de protection sociale ou telle autre branche de sécurité sociale, ce qui peut apparaître problématique. On a un dilemme aussi sur qu'est-ce qu'on met en commun. Est-ce qu'on met des indicateurs communs de relations de service, de qualité de service à l'usager, ou est-ce qu'on est à chaque fois dans la reconnaissance de la spécificité spécifique? C'est difficile de répondre à cette question-là. Les deux éléments se plaident, mais ce qui est vrai, c'est que la cohérence du service public de la sécurité sociale et de la protection sociale se joue aussi dans sa capacité à pouvoir présenter des objectifs communs, fédérateurs et unifiant les différents réseaux. Et de ce point de vue-là, on peut voir que les rapports de parangonnage ou de benchmark, comme disent les Québécois, réalisés notamment par la direction de la sécurité sociale, ont assurément permis de faire avancer les choses. Il n'y a pas assez d'engagement interbranche aussi, mais l'interbranche n'est pas forcément le sujet qu'on sait le mieux travailler. D'une part parce que il me semble qu'on s'interroge toujours un peu sur le rôle et le positionnement exact qu'on entend donner à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la fois à l'intérieur du régime général vis-à-vis des autres régimes et en termes de spécialisation, d'animation, de fonctions support, etc. Mais on a encore des réflexions à avoir, notamment sur les fonctions achat, immobilière, qualité de service, etc. Il n'y a pas de convention d'objectifs et de gestion interbranche, alors même que c'était prévu, donc ça on peut le regretter, mais ça montre bien que dans cet effort de coordination et des travaux récents de l'IGAS et de l'IGF l'ont encore souligné, comme le disait Céline, l'ont démontré. Et on a un équilibre difficile à trouver dans ces modes de fonctionnement-là, en intégrant notamment l'UCANS. Ce qui est vrai au-delà de ça, c'est un nouveau point qu'on voulait évoquer avec vous, c'est que les coches sont une démarche mobilisatrice et fédératrice, c'est évident. Donc d'une part, c'est un pacte pour la performance parce qu'il y a une logique d'émulation. La COGE permet, à partir des indicateurs et des actions à mettre en œuvre, de comparer la situation des différents organismes au sein des différents réseaux et donc de s'écarter d'une approche trop univoque de la performance et notamment pas être uniquement sur une performance budgétaire mais une performance beaucoup plus globale et intégrée. Elle permet aussi de faire des comparaisons des performances entre les réseaux. Et donc, on a une sorte de mouvement d'émulation dont les personnels peuvent parfois se saisir, qui est de se dire comment est-ce qu'on peut être meilleur. Et ça, je pense que la COGE le porte. Alors peut-être que la COGE aujourd'hui correspond pour beaucoup d'agents d'institutions à uniquement un sigle, ça c'est possible, mais néanmoins, il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre du fait de la COGE et qui donnent sens à ça, quoi, en termes de qualité de service à l'usager. Et il y a aussi des dispositifs tels que l'intéressement qui viennent quand même d'une certaine façon récompenser l'atteinte des objectifs collectifs qui sont fixés. Tout à fait, Monsieur Vincent, c'était le point suivant de notre intervention. Alors, il y a un intéressement à la fois collectif, donc qui a pu donner sens, mais est-ce qu'il est
encore phasé totalement avec la branche. Est-ce qu'il fait sens là-dessus? Peut-être qu'il y a une action de soutien et de communication sur ce chaînage-là à faire vis-à-vis de l'ensemble des agents de l'institution. Puis un intéressement aussi individuel, puisque le management des cadres dirigeants se fait par définition très largement par rapport aux orientations stratégiques définies dans le cadre de la COG ou du CPG ou du CPOG, comme ont innové certaines branches. Mais en même temps, il y a quelques limites que Céline voulait souligner aujourd'hui. Voilà, donc je voulais souligner quelques limites sur ce thème. On vient de parler effectivement de l'intéressement collectif et individuel. Finalement, ça rejoint la question aussi de l'appropriation par les caisses dans toutes les composantes, si je puis dire, c'est-à-dire l'ensemble des agents d'une caisse et pas seulement la direction qui va piloter le travail d'élaboration et de suivi de la COG. Enfin, dans les différentes missions d'évaluation de COG auxquelles j'ai pu participer, enfin, on comprend, j'ai pu constater qu'on voyait que l'outil COG est quand même largement connu dans les caisses. Jusqu'où finalement se traduit-il dans les missions et dans les objectifs de chacun des agents? C'est peut-être un peu moins sûr pour certains agents. C'est quand même un outil dont s'approprie une partie des caisses au niveau du personnel, mais peut-être pas l'ensemble. Tout au moins, c'est un questionnement que l'on peut avoir. Il en est de même des partenaires sociaux. Au niveau local, est-ce que chacun s'approprie tous les objectifs de la COG? Peut-être pas forcément. Sur ce point, on lève plutôt des questionnements. On n'a pas nécessairement réponse à l'ensemble de ces questions, dans la mesure où aussi elles peuvent avoir une appréciation assez variée en fonction du terrain. On a parlé en fait du changement de relation de service qu'a pu mettre en place la COG. Justement, comment la COG est-elle vue de la part des usagers? Est-ce que certains en ont connaissance? Dans certains réseaux où figurent des représentants d'usagers, dans le cadre des conseils, on peut penser que leurs représentants sont au courant de l'outil et de sa mise en œuvre, mais pour autant, comment est-ce que l'usager sait quels sont les engagements qui sont fixés en termes de relations de service par chaque caisse? En tout état de cause, les aspects de modernisation en fait, de la relation de service ont aussi abouti à la diffusion de résultats d'indicateurs de relations de service qui sont affichés dans des caisses et en ce sens, cela donne des informations directes à l'usager, tout au moins à ceux qui se rendent dans les espaces dédiés. On peut aussi s'interroger sur, en termes de mobilisation, sur le risque qu'on évoquait précédemment lié à la construction de fait de silos, donc qui peuvent donc avoir un effet plus nuancé sur finalement l'appropriation par chacun et sur l'intéressement. Benjamin a évoqué les questions d'intéressement, de mobilisation individuelle et collective. Est-ce qu'on a activé l'ensemble de ce levier dans toutes ces dimensions pour obtenir une efficacité parfaite à la matière? La question reste posée. Donc nous allons désormais aborder un ultime levier de modernisation, les COG, une dynamique pour tendre vers l'efficacité et la mise sous tension. Donc on a vu, on a abordé différents points, d'une part la structuration de la COG avec ses engagements, avec les différents partenaires impliqués. On a vu la contrainte ou le cadrage budgétaire, parfois considéré comme trop, peut-être trop structurant. En tout état de cause, cette dynamique finalement de COG et de construction, à la fois sur le plan interne, sur le plan institutionnel et externe, mais chaque acteur en situation d'aller vers l'efficacité par un exercice, c'est vrai, de mise sous tension.
Il donne à voir, il y a des bilans, il y a des évaluations. Les rapports des COG sont publics. Jean-Philippe a évoqué en fait les derniers rapports publiés par l'IGAS. Il donne à s'engager. Il donne à s'engager avec des partenaires et il structure des engagements de service. Vraiment, c'est un outil qui permet d'aller vers la qualité, la performance du service public de la sécurité sociale, vers plus de relations de service. Et en ce sens, je l'évoquais pour les indicateurs de relations de service, mais l'indicateur en tant que tel est une forme de mise sous tension, mais dans un sens positif, au sens où il permet d'aller plus loin vers le meilleur ou vers encore mieux. Ce qui est vrai, c'est que tant du côté de l'IGAS que du côté des réseaux, cet exercice-là, il a quand même changé beaucoup les pratiques. Je pense qu'il faut se le dire maintenant avec le recul, et que je pense que c'est vrai pour l'Inspection générale des affaires sociales, mais sans tout ce qu'on vient de dire, on aurait du mal à évaluer aussi finement l'activité des réseaux, et surtout l'évaluer dans un cadre qui soit mutuellement partagé, où on a la même langue. Néanmoins, cette mise sous tension, elle présente parfois peut-être certaines limites. La première limite, c'est que la gouvernance par les nombres ou par les chiffres soit l'alpha et l'oméga du fonctionnement du service public de la protection sociale. Il faudrait qu'on s'en prémunisse naturellement. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas chercher à mesurer l'efficacité par des moyens chiffrés, pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut écarter toute question budgétaire. Mais l'équilibre est quand même ténu, parce que ce qu'a pu constater l'Inspection générale des affaires sociales, c'est que parfois, le réflexe budgétaire prenait le pas sur le sens et la finalité, ou que le réflexe de remplir l'indicateur pour remplir la valeur d'indicateur pouvait prendre le pas sur d'autres considérations. Donc, usons de ces outils naturellement, mais usons à bon escient, merci, avec parcimonie, avec tact et mesure, comme on dit dans le code de déontologie. Et donc, il faut absolument s'écarter de ça, y compris dans le sens qu'on peut donner auprès des agents, puisque le risque est que la COG se limite non pas à une démarche globale de recherche d'efficience, mais à l'atteinte d'un indicateur particulier qui pourrait avoir l'air particulièrement désincarné et conduisant à perdre le sens même de la mission. On a aussi dans cette logique d'efficacité une question qu'il faudra qu'on traite, Céline l'évoquait tout à l'heure, c'est à l'intérieur des réseaux. Ça veut dire comment est-ce qu'on mesure la performance d'une entité, d'un réseau en général. Cette question-là n'est jamais achevée, et notamment la question de la résorption des écarts de performance et des différentes considérations de performance est un élément clé. Est-ce qu'on doit aider les plus mauvais? Est-ce qu'on doit aider les meilleurs? Est-ce qu'on doit les pénaliser? La question n'est jamais facile. Comment est-ce qu'on doit les soutenir et comment est-ce qu'on doit tendre vers plus d'homogénéité tout en tenant compte des spécificités qu'évoquait tout à l'heure, territoriales, particulières, de métiers différents dans des espaces différents et avec des expositions et des histoires différentes. Donc il faut arriver un peu à maîtriser tout ça. Sur ce point-là, on a quand même un peu l'impression que les caisses nationales ont plutôt géré des redistributions de charges de travail plutôt que des redistributions de moyens et d'effectifs. C'est-à-dire que le problème est que on s'est posé, me semble-t-il, la question à des moments différents. Ça veut dire qu'on a changé parfois le thermomètre de mesure de la charge et ou le thermomètre de dotation des moyens, et que derrière, on a été amené à faire face à des nouvelles missions en se posant d'une manière assez différente des réflexes précédents, la manière dont on pouvait gérer cette mission, qui était, est-ce que c'est plus pertinent d'avoir un pôle interrégional, d'avoir un pôle régional ou d'avoir une entité nationale? Au-delà de ça, compte tenu de certaines recherches de performance, il y a eu des mutualisations aussi un petit peu plus subies. Et puis des mutualisations ou des optimisations plus clandestines qui ont consisté à confier certaines missions nationales à certains, compte tenu du fait que la restitution de tel ou tel moyen à un moment ou à un autre était plus délicate, et que à un moment ou à un autre, il va falloir quand même arriver à réévaluer ça pour voir quelle est la vraie performance, où sont les vraies charges, où sont les vrais moyens. C'est sans doute quelque chose qu'il faut faire et éviter que les différents éléments soient disjoints. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. Il y a un autre élément qui est aussi que
s'il y a trop de choses dans la COG, si on est trop sur une performance trop budgétaire ou trop à l'indicateur, on peut aussi avoir des phénomènes assez difficiles de sélection adverse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on avait prévu qu'on allait faire et qu'on ne fait pas. Soit parce qu'on surinvestit sur l'atteinte de l'indicateur ou l'atteinte de tel engagement, alors même qu'on avait une action à côté qui était importante. Et il y a quelque chose qui est quand même assez constant, c'est notamment tout ce qui est urbanisation du poste de travail, ergonomie du poste de travail des agents. Moi, je suis frappé à chaque fois du fait que à chaque fois on essaye de faire beaucoup de choses de ce point de vue-là, mais c'est très difficile à faire compte tenu de l'évolution des SI, de ce qu'on doit faire. Et pourtant, c'est un élément clé de productivité, on en est tous convaincus, et c'est quelque chose qu'on ne met pas systématiquement en avant, soit parce que c'est pas vendeur, soit parce qu'on n'a pas le temps de le faire, soit parce qu'il y a eu du changement, soit parce qu'on a un indicateur à faire, etc. Et ça fait partie des choses qu'il faut sans doute garder. Il y a des phénomènes de sélection adverse en interne à chaque réseau, et puis entre réseaux et entre partenaires naturellement. Par conséquent, ces COG, il me semble, sous le contrôle bienveillant de Céline notamment, qu'elles étaient nécessaires parce qu'elles ont permis de reformuler la promesse que le service public de la protection sociale, il doit à ses usagers qui sont en même temps ses principaux actionnaires et sa raison d'être. Donc, formaliser cette promesse-là de performance, de dynamisme, de service à l'usager sur plusieurs années, ça semble désormais aller de soi et c'est sans doute le plus grand succès des COG. Et pour autant, ça ne va pas de soi parce que l'outil s'est un petit peu banalisé. Il y a certaines limites qu'on a essayé d'identifier dans le propos et il faut surtout se garder, me semble-t-il, dans l'analyse de l'outil d'une approche trop centrée sécurité sociale ou protection sociale pour se lamenter de uniquement certaines dimensions de l'outil. Mais je suis sûr que ce n'est pas ce qui ressortira dans les questions qui vont nous être posées maintenant. Alors les questions, merci beaucoup Benjamin, merci Céline, elles sont nombreuses, le sujet vous intéresse et je vais citer voilà, les 4 ou 5 premières que j'ai repérées sur le chat et ça permettra ensuite d'en relever d'autres. Donc première question, est-ce que ces évaluations ne sont pas trop proches du moment du renouvellement attendu des conventions d'objectifs et de gestion? Je la prends, comme ça vous pouvez réfléchir aux autres. L'appréciation de la productivité plus agile et cette notion d'agilité qui a été employée voilà, comme quelque chose qui pourrait être intéressant par Benjamin, qu'est-ce qu'on entend derrière? Est-ce que les COG sont encore un dispositif adapté alors même que des annonces en cours de mise en œuvre des COG peuvent venir en modifier profondément le sens quand on annonce une grosse réforme effectivement à mi-COG? Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir totalement la COG? Je pense que c'est quelqu'un qui a dû mettre en œuvre la réforme des allocations de logement dans le réseau de la branche famille, par exemple, qui pose cette question. Le manque d'un outil interbranche est effectivement pointé aussi dans les questions et comment faire monter effectivement ces dimensions interbranches. Sur le rôle des partenaires sociaux, un commentaire et une question d'un de nos auditeurs qui nous dit, voilà, il y a un affaiblissement du rôle des partenaires sociaux par rapport à l'État. Il y a des objectifs extérieurs qui sont fixés par l'État, notamment dans les grandes démarches pour améliorer la qualité des services publics plus. Peut-être que la personne pense au nouveau délai de liquidation de la pension de retraite qui a été fixé effectivement par le gouvernement à 75 jours, il me semble, en cours de mise en œuvre d'une COG qui ne prévoyait pas ce délai. Et donc, voilà, comment faire en sorte, d'une certaine façon, de repositionner aussi les partenaires sociaux dans ce jeu. Donc, je réponds juste à la première question sur est-ce que ces évaluations ne sont pas trop proches du renouvellement. Vous dire qu'à l'évidence, on souhaitait les lancer plus tôt avec la direction de la sécurité sociale pour faire en sorte qu'elle puisse être ensuite, sur la base des rapports transmis aux caisses nationales et à la direction de la sécurité sociale, qu'elle puisse être voilà, digérée, appropriée dans nos constats et nos préconisations, approfondies si la mission n'avait pas eu le temps, effectivement, de venir creuser un sujet. Mais il y a eu 2 événements quand même qui sont intervenus. Premièrement, il y a la crise du Covid qui fait que lancer des missions d'évaluation des COG, alors que beaucoup de caisses étaient sur la gestion de crise Covid, c'était un petit peu difficile, premièrement. Et deuxièmement, il y a eu cette période effectivement de fin de quinquennat, de fin de mandature, qui fait que ce n'était pas forcément facile d'avoir des personnes qui étaient intéressées au bon tempo de lancement d'émissions. Néanmoins, je voudrais dire que nous n'avons pas perdu notre temps
pendant ces années 2019-2021, puisque nous avons souhaité inscrire à nos programmes d'activité, où nous avons parfois été saisis, de missions très préparatoire d'une certaine façon à ces missions d'évaluation des coches. Je pense notamment au rapport, à la mission conduite en 2019, le rapport a été publié plus tard, sur le numérique et la façon dont ça change la relation aux bénéficiaires, assurés, usagers de la sécurité sociale. La mission sur l'action sociale territoriale des organismes de sécurité sociale et son lien avec les autres collectivités ou acteurs locaux. Nous avons évalué la mise en œuvre de la réforme du transfert ou de l'intégration du régime social des indépendants au sein du régime général de la sécurité sociale. Nous avons fait une mission sur les enjeux transverses avec l'IGF commun aux différentes branches du régime général et nous avons conduit un contrôle d'organismes de base de sécurité sociale aussi parce que parfois il faut que nous allions voir très en profondeur, comme la Cour des comptes le fait, aussi d'une certaine façon comment fonctionnent les organismes pour voir à quel point effectivement les objectifs des conventions d'objectifs et de gestion d'une certaine façon se marient bien avec le sens de l'action de ces organismes de sécurité sociale. Donc voilà. Après, comme Frank Van Lennep nous a dit tout à l'heure que les conventions nouvelles ne seraient probablement signées qu'au premier semestre 2022, je pense que les travaux de l'IGAS 23, je pense que les travaux, c'est Dominique Libaud qui me corrige du fond de la salle, voilà, je pense que les rapports d'évaluation de l'IGAS arriveront dans le bon tempo néanmoins. Alors, sur les autres questions, l'agilité. Alors, sur la productivité et l'agilité dans la mesure de la productivité, il me semble qu'on n'est pas condamné à être prisonnier d'un cadre dans lequel on essaye de voir une rentabilité immédiate et de se caler sur des mécanismes de marché qui n'ont jamais montré toujours leur supériorité ou leur performance. Je pense aux voitures qui ne sont pas encore rentables et qu'on achète extrêmement cher, ou à tel ou tel élément qui est prometteur, ou à tel projet d'entreprise qui semble extrêmement prometteurs du type l'entreprise sans usine, etc., qui ont montré parfois certaines de leurs limites. Mais au-delà de ce propos de tribune qui est un petit peu facile, la question c'est d'arriver à analyser ex ante les gains de productivité, mais on se rend compte que plus ça va, plus on est sur quelque chose qui est compliqué parce qu'il est lié à la dématérialisation de la relation, à l'évolution de la réglementation, au rapport de l'usager par rapport à ça, et que ça, on peut avoir un cadrage ex ante, mais que dans la réalité et dans la réalisation, on peut parfois présenter un certain nombre d'écarts, à la fois dans l'ampleur des gains, je veux dire à la hausse ou à la baisse. Il n'est pas vrai que les organisations de protection sociale n'ont pas fait de gains de productivité, elles font des gains de productivité tout le temps, sur les fondamentaux, on s'en rend compte. Donc il s'agit de bien les objectiver, et par rapport à des chantiers, de se donner les moyens, y compris d'un droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais d'un droit à l'erreur, donc un droit à revenir dessus, à la hausse comme à la baisse, mais ce dans toutes les dimensions, et on peut progresser là-dessus. Il y a un certain nombre de réformes qui ont sans doute généré plus de gains de productivité que ce qu'on avait évalué au début. Il y en a d'autres, c'est évident, et c'est sans doute celle-là que le plus de personnes ont à l'esprit, en ont généré moins. Et la question, c'est de faire la vérité du gain effectif de productivité ex ante, pendant et ex post. Et le cas échéant, d'adapter la trajectoire et la stratégie élaborée en commun à ces nouveaux éléments d'enseignement. Là, tu dis ne pas vendre la peau de l'ours. C'est ça. Bah oui, il y a parfois des gains de productivité, on a demandé des restitutions avant que les gains de productivité soient effectifs, ça a pu arriver. On a pu aussi anticiper ou surestimer des gains de productivité compte tenu du fait qu'on était entre Charybde et Scylla, entre l'objectif de devoir remplir une cible qui pouvait être donnée et le besoin de la crédibiliser par rapport à un certain nombre de projets. Et puis, il y a des fois où sur des systèmes extrêmement complexes, aussi complexes que ceux dont on parle, qui consistent à rendre service aux gens et à prendre en charge la complexité pour eux et à être face à leurs réactions, eh bien, on se rend bien compte qu'on doit parfois ajuster les choses, et que certains ont pu passer très fortement au numérique, mais ça ne veut pas dire pour autant que la machine a tout fait parfaitement. Ça, c'est vrai dans chacune des branches. Ça fait partie des exemples qu'on peut avoir à l'esprit et qui, me semble-t-il, il faut avoir en tête. Merci Benjamin.
Céline, sur les autres points? Alors, sur le point suivant qui était abordé, c'est la question de, finalement, l'adaptation des COG aux réformes qui sont envisagées et aux réformes qui se produisent en cours de convention. C'est un sujet, j'allais dire, assez récurrent de faut-il adapter la COG? On pense généralement à un avenant pour en fait, revoir les objectifs qui étaient fixés au regard des nouvelles réformes et donc qui présentent en tant que telles souvent de nouveaux objectifs qui deviennent encore plus prioritaires. Alors, sur ce point, on a vu en fait tout l'avantage que pouvaient présenter les COG en termes de visibilité et notamment en termes de pluriannualité, en termes de moyens et pour la mise en œuvre des réformes. Donc, il ne faudrait pas non plus aboutir à ce que finalement les COG soient en évolution constante et que finalement elles perdent en visibilité parce que parce qu'on les modifie au gré des réformes. Et d'ailleurs, au gré de quelles réformes? À partir de quel degré on considère que la réforme est d'envergure et mérite un ajustement de la COG? Pour autant, on voit bien qu'il y a quand même certaines réformes, et on pense par exemple récemment à la CNAF, la mise en œuvre de la réforme des aides au logement, ou pour la CNAM, le numérique en santé qui s'est fortement développé durant la COG actuelle et qui a amené finalement aussi la Caisse nationale d'assurance maladie à revoir des objectifs en termes d'adaptation des systèmes d'information, une mise en œuvre de nouveaux outils de systèmes d'information. Donc, on peut se dire aussi que pour certaines vraiment grandes réformes qui ont forts impacts sur les moyens financiers et les enjeux en ETP, il pourrait y avoir une adaptation, mais qui ne passe pas forcément par un avenant, qui peut aussi passer par une lettre ministérielle, par des débats au sein des conseils. Au moins, l'important est que chacun soit au fait de l'éventuelle révision dans la pratique des objectifs fixés initialement, parce que la COG est un outil vivant, vivant comme le sont les politiques sociales, et finalement chacun doit s'adapter dans son action, son opérationnalité. Je suis très d'accord avec ça, et je pense qu'il y a une crainte justifiée à adapter l'outil parce qu'on pourrait le vider de son sens. Et donc faire en sorte qu'il y ait des avenants et des avenants et des avenants. Et donc on a raison de regarder ça avec une prudence coupable peut-être, ou raisonnable, je ne sais pas. Ceci étant, il y a un premier élément qui est la COG, elle structure un dialogue de gestion. Donc il me semble que ce qu'on dit, c'est que c'est logique d'adapter les cibles, les résultats, les objectifs, les charges dans le cadre du dialogue de gestion, parce qu'on n'a pas été bon une année, parce qu'il faut faire un plan de rattrapage, parce qu'on est face à telle ou telle situation qui est compliquée. Donc ça, il faut quand même se laisser la possibilité de l'ajuster. Or, il y a parfois une crainte assez forte de changer une virgule, quoi, de la part de l'État, de la part de la Caisse nationale dans sa relation avec les réseaux, et peut-être qu'il faudrait être un peu plus mature sur ce sujet-là d'ajustement plus limité qu'on fait et qu'on aurait raison de faire, mais de le faire dans un cadre plus transparent pour montrer justement qu'on ne crée pas que de la rigidité, mais aussi qu'on cherche de la souplesse et des marges de manœuvre. Laisser aux pilotes la possibilité d'ajuster. À tout le monde, parce que je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Je pense que c'est la responsabilité de l'État. Je pense que c'est la responsabilité des partenaires sociaux, et cela arrive souvent de le dire, de demander sur tel ou tel sujet. Et c'est pas uniquement un sujet budgétaire, c'est un sujet d'équilibre global. On ne peut pas revoir le budget d'un côté et garder les mêmes cibles d'objectifs résultats. C'est un tout. Et donc si on corrige, on ajuste l'ensemble et ses différentes dimensions, me semble-t-il. Après, pour moi, et je pense pour Céline aussi, l'avenant n'est pas un gros mot. Ça veut dire que si on est face à une grande réforme, on doit avoir et prendre le temps de faire ça, quitte à regarder à nouveau la dimension objectif et résultat. Le problème qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, on fait comme si ça allait de soi, alors que ça ne va pas de soi. Et donc, il faut sans doute se doter d'un moyen de mieux piloter ces changements-là. C'est critique, c'est pas critique. Si c'est critique, est-ce qu'il faut un avenant, et quelle est l'ampleur et la portée de l'avenant? L'ampleur et la portée de l'avenant devra être à un moment ou à un autre de dire il y avait certains objectifs qu'on s'est donnés et on ne les remplira pas. Et ça n'est pas très grave, ça fait partie du contrat qu'on a formalisé. Mais il y a une difficulté à revenir
collectivement sur ce sujet-là. Je pense entre l'État, avec les caisses nationales, avec les partenaires sociaux et les services techniques des caisses nationales et des caisses locales, et au sein même des différents réseaux entre l'échelon caisses nationales et caisses locales. Et c'est une souplesse qu'on aurait tort de ne pas utiliser, soit pour faire de l'ajustement ponctuel, soit en cas de changement plus structurel. Sans doute, on peut encore faire évoluer nos pratiques et nos logiques par rapport à ça. Je ne vais pas parler de la dimension interbranche parce que je pense être le moins bien désigné pour le faire. Alors, la dimension interbranche, on en a déjà parlé. Donc, on a précisé que des travaux avaient été récemment effectués par l'IGAS et l'IGF sur le sujet. C'est vrai que, comme on l'a dit, un outil est prévu, un outil qui s'appelle la Convention cadre est prévu dans le Code de la sécurité sociale, n'est pas, depuis longtemps, n'est pas mise en œuvre. On voit malgré tout que, même sans convention cadre, des choses ont avancé. Chaque convention d'objectifs, comme je l'ai précisé, font référence à des engagements interbranches ou tout au moins des actions en commun, en interbranche, voire en interrégime. Et de manière très opérationnelle, il y a des évolutions et dans un domaine qui est par exemple important, qui est celui de la relation avec l'usager. On voit la mise en place de ce qu'on appelle des parcours, donc qui permettent autour d'un événement de vie qui peut concerner pour un même usager plusieurs branches, des actions en commun, de repérage et d'études en vue d'attribution de prestations en commun. En tout état de cause, ce qui a pu être constaté aussi, c'est que cela restait quand même assez limité, peut-être plus avancé dans les dimensions des fonctions support, mais plus au sein plutôt quand même, on reste quand même s'il y a des enjeux, des dimensions interbranches qui ont été mises en place, on reste quand même dans des choses modérées, et ça l'est peut-être plus que sur des sujets métiers. En tout état de cause, c'est un levier qu'il serait utile au service de l'usager notamment d'approfondir pour les COJ à venir, par exemple. Il y a, pour mettre en œuvre donc, ce levier, l'outil de la Convention 4, tel qu'on l'a évoqué. On peut penser aussi à d'autres outils, notamment des documents stratégiques partagés. On peut penser aussi de manière plus opérationnelle à des partages aussi d'indicateurs. On a parlé des données de benchmark élaborées par la direction de la sécurité sociale. C'est un travail d'envergure et qui est de fait à ce stade assez limité, mais pouvoir mieux se comparer aussi en interbranche permet aussi de mieux travailler ensemble. Et je n'oublierai pas aussi l'enjeu des systèmes d'information, parce que pour partager en fait une vision parcours sur l'usager, eh bien il faut pouvoir se transmettre des données entre caisses, ce qui n'est pas toujours possible, soit parce que les leviers juridiques ne sont pas prévus encore pour tous, soit parce que même s'ils existent, ces leviers ne sont pas toujours connus, ou tout au moins il persiste toujours une crainte de la part de certains interlocuteurs qu'on a pu rencontrer de partager des données qui sont somme toute des données personnelles et donc sur lesquelles la protection est un enjeu par ailleurs majeur. Je vois une référence aux observatoires de la fragilité, aux échanges de données entre caisse retraite et caisse maladie qui sont normalement prévus par un texte et qui devraient pouvoir se faire en toute conformité au RGPD. Alors, j'ai une question maintenant, ou une série de questions un petit peu tournées vers le côté vécu comme assez unilatéral des conventions d'objectifs et de gestion, comme un dispositif de prise en main par l'État. Certains parlent même de dispositif un peu de sanction. Et cette question qui est les engagements de l'État, est-ce qu'on les regarde aussi quand on conduit des missions d'évaluation et est-ce que l'État les respecte quand il prend des engagements qui sont toujours moins nombreux que ceux de la Caisse? C'est toujours un peu normal et qui porte pas mal aussi sur un peu l'environnement réglementaire, législatif que l'État s'engage assez souvent à simplifier pour permettre une action plus efficace des caisses au service des publics. Est-ce qu'on les regarde sous le contrôle bienveillant de mes collègues qui ont œuvré sur ce sujet-là avec moi? Oui,
On est même très intéressé par le fait de les regarder. Est-ce que, par leur nature et leur substance, les engagements de l'État sont toujours évaluables? La réponse est parfois plus contrastée, me semble-t-il. Donc ça, on a sans doute un axe de progrès là-dessus. Au-delà de ça, j'allais dire, c'est l'objet aussi d'une évaluation contradictoire. Moi, je n'ai jamais totalement compris, mais peut-être je suis atypique et anarchiste, pourquoi les caisses nationales ne se saisissaient pas de ce sujet pour faire des revues des engagements de l'État. Je veux dire, on fait bien la revue d'un côté et c'est sans doute un exercice qui est salutaire et pertinent à faire, y compris pour préciser les choses. Est-ce que, et puis en plus, l'engagement peut être précisé au cours de la période conventionnelle et s'y référer, c'est important. Je pense sur le sujet des simplifications, il y a quand même un besoin de structuration. Ça veut dire de dire exactement ce qu'attendent les caisses et ce qu'elles proposent, ou ce qu'elles sont en mesure de proposer ou ce qu'elles ne sont pas en mesure de proposer, et ce que l'État, de la même manière, propose ou est en mesure de proposer. Moi, ce qui m'effare quand même, c'est qu'il y a beaucoup de changements récents où en fait on dédouble le dispositif de prestation avec des possibilités d'options, une autre prestation à côté, etc. C'est quand même un élément de complexité dans la gestion pour les caisses et dans la relation à l'usager qui est très importante parce qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la simplification. Un sage, un presque sage, avait dans un que sais-je indiqué que simplifier c'est compliqué. Effectivement, c'est très compliqué sur ces sujets-là, et donc il y a sans doute une dynamique à avoir d'un côté ou de l'autre pour arriver à voir ce qu'on peut faire. Après, l'État, il est aussi responsable de la recherche d'une certaine cohérence, du respect d'une certaine priorité, de la nature de la programmation budgétaire qui est donnée, et donc le premier engagement que prend l'État vis-à-vis des réseaux, c'est la COG en tant que telle. Veiller au respect de la COG, c'est veiller au respect du principal engagement de l'État. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il y a à la fois regarder les engagements de l'État sur un plan notarial, essayer de les évaluer. Vous pouvez compter sur la créativité des inspections générales pour le faire, même si parfois elles sont tenues par le caractère totalement amphigourique de l'engagement tel qu'il est rédigé, me semble-t-il. Eh bien, je vous propose d'en rester effectivement sur ces dernières paroles empreintes de sagesse de Benjamin Ferras. Oui, nous regardons bien effectivement les engagements de l'État et nous avons ce rôle qui nous est parfois prêté de juge de paix, mais je pense que nous essayons d'être les plus objectifs possibles et de regarder quel est l'engagement des deux parties signataires et de voir s'il a été au rendez-vous des objectifs et des priorités qui ont été fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion. Nous allons clore cette première après-midi en remerciant nos intervenants et en vous donnant rendez-vous dès demain pour la suite de ces grands dossiers de la protection sociale. Vous allez pouvoir retrouver les replays sur la chaîne YouTube de l'EN3S. Et demain, la thématique est aussi belle et porteuse, citoyenneté, environnement et accès aux droits, où vous retrouverez mon camarade Julien Damon, auquel je crois Benjamin faisait allusion à l'instant, pour l'animation de ces séquences. Très bonne fin de journée à tous et toutes. Au revoir.